Bon, salut les loulous. Donc ici, une petite vidéo de présentation de ce sujet, comment l'Inde est-elle devenue une grande puissance du Sud, du non-alignement au BRICS. Ça s'intègre au cours sur décolonisation et émergence du tiers-monde. Donc moi je vous ai demandé de travailler sur les exercices, vous avez la page 92-93, mais avant de rentrer dans ces exercices, eh bien, vous pouvez par exemple visionner ce petit vidéo court au travers duquel on va essayer de retracer les grandes étapes de l'histoire de la construction de l'Inde en tant que grande puissance depuis son indépendance jusqu'aux années 2010-2012, mais ce sont bien sûr que quelques jalons. Allez, en voiture, c'est parti. Donc, comment l'Inde est-elle devenue une grande puissance du Sud, du non-alignement au BRICS? Alors, pour entrer dans ce sujet, moi j'ai choisi cette illustration. C'est donc ici, nous sommes en 2012, nous sommes à New Delhi et c'est le lieu où se réunit le quatrième sommet des BRICS. Et on peut voir dans cette photo finalement une certaine continuité dans le rôle que l'Inde entend tenir dans les relations internationales, à savoir que l'Inde, depuis finalement 1947 et sa position de leader des non-alignés jusqu'à de nos jours et sa position importante dans les BRICS, là, il y a une certaine continuité de sa politique qui vise à faire valoir en fait l'existence de grandes puissances et notamment de grandes puissances du Sud en face des pays développés. Donc voilà pour cette petite entrée en matière. Alors, on va commencer donc en grand 1, j'ai oublié le 1, il apparaît sur l'autre diapo. Donc du non-alignement au développement autocentré, et on va commencer par le commencement, 1947, indépendance de l'Inde. Et là, j'ai choisi, alors vous le discernez peut-être pas très bien, hein, mais une petite illustration. Et en fait, c'est des quais donc le long de voies de chemin de fer bondés parce que l'indépendance de l'Inde ça n'a pas été en fait si tranquille que ça, et on peut même parler d'une indépendance dans la douleur. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Là en rouge c'était les limites de ce qui constituait l'Empire britannique des Indes, et en 1947, en fait, au moment de l'indépendance, on assiste à une partition, hop, hop, avec la création ici du Pakistan occidental et du Pakistan oriental, qui sont donc séparés du reste des territoires de l'Inde. Alors, Pakistan occidental et Pakistan oriental constituent un même État jusque au milieu des années 70, et dans les années 70, le Pakistan oriental deviendra donc ici le Bangladesh. Mais regardez bien, la couleur n'est pas la même. Pourquoi? Eh bien parce que dans ces territoires, on trouve une majorité de musulmans. Ça veut dire que la partition de l'Inde, c'est avant tout une partition, on va dire, ethnique et religieuse. Et elle se traduit par quoi? Eh ben, par de très nombreux déplacements ici de population, hein, des hindous qui rentrent en Inde et des musulmans qui quittent au contraire l'Inde. D'où l'illustration que j'avais choisie ici. Il faut quand même savoir que cette partition de l'Inde, c'est 2 millions de morts et 12 à 15 millions de déplacés. Dire que l'indépendance de l'Inde, elle n'est pas si tranquille, elle est pas si tranquille que ça. Et puis, elle laisse quand même des cicatrices, hein, et notamment ici un gros foyer de conflictualité autour du Pendjab, encore à l'heure actuelle. Et c'est vrai qu'encore à l'heure actuelle, hein, on va dire que la coexistence, la cohabitation entre ces deux entités, hindouistes d'une part et musulmans de l'autre, est parfois un petit peu difficile. C'est qu'à l'heure actuelle, hein, le gouvernement indien mène des politiques extrêmement répressives vis-à-vis des minorités musulmanes. Mais paradoxalement, si je reviens à cette photo, ici, Manmohan Singh, il est Premier ministre de l'Inde, dont le président
est un musulman. Il peut y avoir quand même entre ces deux entités coexistence. Bien, donc en 1947, partition de l'Inde, des foyers de tension, notamment avec le Pakistan occidental et le Pakistan oriental. Ok, l'indépendance obtenue, il va falloir construire une puissance. Et ça, c'est l'œuvre d'un des premiers ministres, du premier ministre indien, à savoir Nehru, qu'on considère comme étant le bâtisseur de cette Inde moderne et contemporaine. Je crois qu'il reste au pouvoir jusqu'en 1964. Alors là, accrochez-vous parce que le schéma va vous faire peur, mais en fait, c'est pas si compliqué que ça. Bingo, on y va. Donc l'Inde, c'est un géant. Et c'est d'abord ici un géant démographique. Alors, petit détour, hop, le site de l'INET, c'est bien pratique. Évolution de la population de l'Inde depuis 1950. On va aller globalement jusqu'à 1950. On est à 350 millions, voilà. Et on va aller ici jusque vers 2010. Si vous regardez bien, la population de l'Inde a été multipliée par 4. Et ça, c'est je dirais, une constante à garder en tête lorsque on veut, lorsqu'on travaille un petit peu sur l'Inde ou lorsqu'on veut prendre connaissance de la situation de l'Inde. Hop. Donc l'Inde, on est d'accord, l'Inde c'est un géant démographique. Donc il y a un impératif, c'est l'impératif du développement. Alors, problème, la colonisation. Avec la colonisation, elle avait conduit l'Inde dans une impasse, notamment une impasse industrielle, parce que, comme dans de très très nombreux cas, les Britanniques ne laissent pratiquement rien en termes industriels en héritage à l'Inde. Ça a été le même cas pour les colonies françaises, par exemple, et notamment les colonies françaises en Afrique. Donc, il va falloir faire de l'Inde une puissance industrielle. Et pour faire de l'Inde une puissance industrielle, eh bien, l'Inde va s'appuyer sur l'État, au travers d'un modèle de développement qui est celui d'un développement autocentré et qui s'organise autour d'une planification économique. C'est-à-dire que c'est l'État qui décide des grandes orientations et des grands programmes économiques. Alors attention, ça ne veut pas dire que les entreprises privées disparaissent. Non, non, ces groupes privés, ils vont continuer à exister, mais ils sont extrêmement encadrés par l'État. Parce que l'État mène une politique qui est une politique protectionniste, c'est-à-dire que on se protège par notamment des barrières douanières des produits qui vont venir de l'extérieur, parce qu'on veut développer un processus de substitution aux importations, c'est-à-dire chaque fois que l'on peut substituer des importations, c'est-à-dire ce qu'on fait venir de l'extérieur, par des produits qu'on va pouvoir fabriquer soi-même en Inde. On parle à ce moment-là d'un développement auto-centré. Alors, tout ça, quand même, c'est fortement influencé par le modèle de développement des États socialistes, même si l'Inde a toujours refusé qu'on puisse lui accoler ce titre, je dirais, de pays socialiste. Et l'une des manifestations ici de cette politique autocentrée, c'est la Révolution verte. La Révolution verte, c'est une planification agricole qui est lancée dans les années 60, qui vise à rendre l'Inde autosuffisante en matière alimentaire. Chose qui est à peu près quand même réussie. Donc, si vous regardez bien, là déjà on a fait le plus dur. Alors, il nous reste cette petite partie. Donc, l'Inde, c'est aussi un géant, mais c'est un géant sur la scène internationale. L'Inde, c'est un géant du tiers-monde. Et l'Inde, il est finalement au cœur de ce groupe des non-alignés
qui se met en place depuis 1955 et qui vise à faire des anciens pays colonisés des puissances à part entière, mais des puissances qui vont refuser de faire partie du bloc américain ou de faire partie du bloc soviétique. Le non-alignement, c'est pas la neutralité, hein, quand même, c'est un petit peu différent, mais on refuse d'intégrer le bloc américain ou le bloc soviétique. C'est-à-dire qu'ils considèrent que le tiers-monde a des caractères propres et une histoire propre et doit avoir une existence propre sur la scène internationale. Sauf que le non-alignement, c'est aussi une impasse. Alors, j'ai mis le terme impasse, pas totalement, mais en fait, c'est bien beau en théorie, mais dans la pratique, ça va être beaucoup plus difficile à tenir. Et pourquoi dans le cas de l'Inde? Parce que l'Inde, elle a un impératif. Cet impératif, c'est de se construire une puissance industrielle. Et pour se construire une puissance industrielle, eh bien, l'URSS va devenir à la fois un modèle et un allié. Un modèle, pourquoi? Parce que un mode de développement impulsé par l'État, auto-centré, extrêmement cadré, extrêmement dirigé par la planification, c'est quand même le modèle de développement soviétique. Mais ça va aller plus loin. Entre l'URSS et l'Inde, il va vraiment y avoir la mise en place d'une réelle amitié au niveau international. Alors regardons ce qui se passe rapidement. Hop, je reviens à la chronologie. Donc, ça on a fait. Donc, on s'appuie sur l'URSS pour conduire la politique d'industrialisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si vous regardez cette illustration, ça veut dire que l'URSS va participer à la mise en place d'une réelle infrastructure industrielle en Inde, notamment dans le secteur sidérurgique, mais pas seulement, énergétique. C'est-à-dire que l'URSS participe au développement de l'Inde. Et cette photo, c'est l'usine sidérurgique de Bial, je crois, et c'est l'une des plus grandes usines sidérurgiques, si ce n'est la plus grande usine sidérurgique de l'Inde, mais elle a été totalement mise en place grâce à l'aide et au soutien de l'URSS. Et l'URSS, c'est aussi un allié, finalement, parce que les soviétiques et les Indiens, ils ont un ennemi commun ou un adversaire commun. Cet adversaire commun, c'est la Chine. Eh oui. Alors, regardons un petit peu cette carte, et là vous allez voir, ça se complique quand même. C'est pas simple. Allons-y. Oula. Bien. Donc, l'Union indienne. L'Union indienne, elle a un fort contentieux avec le Pakistan. Le Pakistan est soutenu par les États-Unis. Ils font partie, le Pakistan, du bloc occidental. Eux, ils se sont alignés sur les États-Unis. L'URSS soutient totalement l'Union indienne, notamment dans sa lutte contre le Pakistan, sachant que les Indiens et les Soviétiques, ils sont très proches parce que, comme je l'ai dit, ils ont un ennemi commun à leur porte, la Chine. Parce que entre l'Union soviétique et la Chine, pourtant c'était deux pays communistes, dans les années 50-60, pouf, ils se séparent et ils ont quasiment réussi à se mettre sur la tronche, quoi. C'est allé assez loin. Et là, si je regarde bien, l'Inde aussi, elle a un gros contentieux avec la Chine. Puisqu'en 1962, il va même y avoir une guerre entre la Chine et l'Inde. Ça veut dire que la situation est ici assez confuse. Ce qu'il faut qu'on garde, nous, bien en tête, c'est ça. Les relations entre l'Union indienne donc, et l'Union soviétique, il y a quand même un lien fort. Donc le non-alignement, certes, l'Inde ne fait absolument pas partie du bloc soviétique,
mais il y est quand même sérieusement arrimé. Et alors là où ça devient encore plus compliqué, c'est en 1974, puisqu'en 1974, pourquoi j'ai retenu cette date? Ben parce qu'en 1974, regardez bien, petit tour de magie, alors je ne sais pas si ça va marcher, hop là, l'Inde devient une puissance nucléaire. 1974, l'Inde va se doter de la bombe atomique, l'Inde a refusé d'intégrer tous les traités de non-prolifération nucléaire. Alors, j'ai essayé de rechercher, mais il n'y a pas réellement de coopération, parce que la bombe indienne a été largement, comment dire, influencée par les soviétiques. Est-ce que c'est les soviétiques qui ont aidé l'Inde à devenir une puissance nucléaire? C'est pas réellement le cas, parce que si on s'aperçoit, regardez bien, qui a aidé l'Inde à devenir une puissance nucléaire? Ben, les États-Unis et surtout le Canada. C'est-à-dire que la position de l'Inde dans cette idée de non-alignement, elle est quand même extrêmement particulière. Parce que l'Inde, c'est un géant entouré de géants. Donc des géants entre eux, ça rend de suite la situation beaucoup plus délicate. Néanmoins, on peut considérer que 1974, c'est vraiment une date clé parce que c'est le moment où, de part la maîtrise de la technologie nucléaire. Alors attention, il maîtrise la technologie nucléaire, ça ne veut pas dire qu'il soit capable de mettre en œuvre des armes nucléaires. Ça, c'est encore une autre étape, c'est beaucoup plus compliqué, mais néanmoins, ils apparaissent de plus en plus sur l'échiquier des grandes et des très grandes puissances. Ok, passons maintenant à la deuxième partie. À partir de 1990, un nouveau virage. Ouf, ça va être un petit peu plus simple. Donc 90-91, disparition de l'URSS, c'est-à-dire disparition du modèle. Le traité et l'amitié entre les deux va continuer quand même à perdurer de manière assez longue. Mais le modèle, il a disparu. Et l'Inde, à partir de 90-91, opère une véritable mutation et décide petit à petit d'ouvrir et de libéraliser son économie, c'est-à-dire de changer de modèle de développement et d'aller de plus en plus sur un modèle de développement qui vise à suivre, je dirais, la voie tracée par les pays capitalistes et les pays libéraux. Alors, néanmoins, c'est un peu particulier dans le cas de l'Inde parce qu'ils vont se développer non pas nécessairement à partir de leur appareil industriel, même si c'est une puissance industrielle, mais parce qu'ils vont choisir une autre voie. Et cette autre voie, alors là, pareil, j'espère que ça va marcher. Hop, on va faire disparaître ça. Voilà. Cette autre voie, c'est quoi? C'est une voie qui vise à faire de l'Inde une grande puissance technologique. Alors ils vont s'appuyer sur quoi? D'abord sur des capitaux américains et notamment sur de grandes firmes électroniques et informatiques américaines qui vont venir s'implanter en Inde. Pourquoi? Parce qu'en Inde, il y a une population très hautement qualifiée, parce que l'Inde avait, dès les années 60, développé de très nombreux instituts de recherche. Et dans les années 90, l'Inde va multiplier la création de très grandes universités, qui fait qu'à l'heure actuelle, l'Inde, c'est une véritable grande puissance dans les domaines de l'électronique, dans les domaines de l'informatique, c'est-à-dire dans tous les domaines de l'économie des services. Bangalore, le sud de l'Inde, c'est, on va dire, c'est simplifié, mais c'est un petit peu la même chose que la Silicon Valley. Et l'Inde, l'Inde c'est une puissance nucléaire, mais l'Inde c'est aussi une puissance spatiale. Ça veut dire que le développement de l'Inde se fait en se tournant vers l'extérieur, mais en ciblant un certain nombre d'activités pour lesquelles ils ont un certain nombre d'aptitudes, qui explique qu'à l'heure actuelle, eh bien, l'Inde, ici, peut s'appuyer sur de très grands groupes
dans les domaines de l'industrie ou des hautes technologies. Vous voyez Wipro, vous voyez Infosys, vous voyez Tata Group par exemple, qui sont des groupes industriels parmi les plus puissants de la planète. Et ce développement, hein, encore une fois, hein, il a été en particulier influé par ces capitaux américains. Et ces grands groupes, ben, à l'heure actuelle, sont des groupes avec des horizons largement internationaux. Hop, petit diapo suivante. Alors, parallèlement à cela, ben, l'Inde reste une puissance qui entend conserver son originalité dans les relations internationales. Et c'est ce que je vous disais au début. En fait, les BRICS, quelque part, se voudraient être un contrepoids des pays du Sud en face des pays développés, l'Europe, les États-Unis, le Japon, qui domine véritablement la gouvernance internationale. Et depuis 2001, les BRICS, puis à partir de 2010-2011, les BRICS se veulent aussi, finalement, un contrepoids à cette domination occidentale. Et dans ces BRICS, hop, retour ici, l'Inde occupe quand même une place centrale. Donc il y a une certaine, je dirais, continuité dans la politique indienne, dans les relations internationales. Et l'Inde surtout s'affirme comme une puissance qui est une puissance régionale dans l'océan Indien, mais alors là, il y a des frictions, parce que dans l'océan Indien, il y a des intérêts américains, base de Diego Garcia. Il y a des intérêts chinois. L'océan Indien, c'est le maillon essentiel de la chaîne logistique qui unit la Chine au grand pôle des économies développées, notamment l'Europe, mais aussi la Chine à l'Afrique, terrain fournisseur de matières premières. Dans l'océan Indien, eh bien, il y a des ennemis de l'Inde, notamment ici le Pakistan, qui s'est beaucoup rapproché de la Chine. Il y a également l'Iran, qui considère que eh bien, l'océan Indien, notamment toute sa partie occidentale, elle doit l'avoir sous son contrôle parce que c'est par l'océan Indien que transite une grande partie de ses exportations de pétrole. Ça veut dire qu'en tant que puissance régionale, eh bien, ce qu'on peut voir, c'est que l'Inde est quand même au cœur d'une région particulièrement explosive. Bon, voilà, c'est fini, vous l'écoutez. Vous faites le travail page 92-93 et on se voit lundi en visio. À la prochaine!